Alors que je reprenne mes notes, Olivier, tu es né en 1980 à Belfort. Tu es fasciné par le cinéma. Tu es un CAPES d'histoire et tu es prof d'histoire géo au collège depuis 20 ans. Oui, c'est ça. Ça paraît fou à dire, mais... Et toujours le même collège? Toujours le même collège. Et c'était ton premier collège? C'était mon premier collège. Ah bah dis donc. Ouais. Waouh, tu es le seul, non? T'es le plus non, vieux, non, 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 je suis pas le plus ancien, mais je commence à être dans les dinosaures. Ouais. J'imagine. Mais c'est très bien parce que je connais les familles, enfin... On fait partie des meubles. C'est ça. Voilà. Ouais, ça doit être marrant. Et j'ai connu ton grand-père il y C'est a ça. 20 ans. Hein. Il était meilleur Il en était histoire. plus sérieux. Hein. Il était plus sérieux. Hein. Je sais pas, on commence par qui? Abdel, Stéphane, Nico, qui se lance? Bah, moi je t'ai connu fin des années 90, puisque je travaillais dans le même quartier où il y a son collège. Et déjà, t'as pas changé. C'est assez exceptionnel. Et le hasard de mon travail a fait que j'ai travaillé après avec ton épouse, qui travaille aussi dans un collège mulhousien. Tout à fait. Et moi, je suis toujours épaté par ces personnes qui pourraient assez aisément aller vers d'autres établissements plus simples, plus faciles, où enseigner sa matière, c'est beaucoup plus simple, même si c'est toujours difficile en collège, mais quand même. Et tu es resté dans ce collège qui a quand même... c'est un collège quand même particulièrement compliqué. Je valide, Faut j'y suis l'avouer. passé. Hein. Et mais quand il y a des gens comme toi, moi je suis toujours impressionné, je me dis mais comment vous faites pour garder la flamme avec autant d'années qui se sont passées et une situation qui s'est dégradée. Alors peut-être préciser qu'il est au collège Wolf de Mulhouse, dans le quartier Wolf-Wagner, c'est pas le territoire le plus facile pour pouvoir enseigner l'histoire par exemple. Alors pour répondre à cette question, moi je reprends un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire le collectif. Il y a dans les collèges de REP+, généralement, je parlais de mon collège que je connais, il y a une équipe qui est familiale déjà, il y a des liens amicaux vraiment très forts, et il y a énormément de gens qui professionnellement et humainement sont très attachants, donc j'y reste par... sentimentalisme et aussi évidemment les élèves qui sont extrêmement attachants et qui sont parfois fatigants, c'est sûr, mais qui ont énormément, mais vraiment énormément de choses à donner, et ça c'est formidable. Donc je suis très heureux dans mon établissement et j'ai pas envie d'en changer pour le moment. Je dis pas que je le ferai pas un jour, mais pour le moment, je m'épanouis, je découvre toujours de nouvelles choses, et ça, c'est grâce aux élèves et au collège et aux collègues. Et encore une fois, cette ambiance familiale, pour moi, elle est indispensable pour qu'un établissement puisse fonctionner, pour que des projets puissent se mettre en marche. Parce qu'au-delà de l'enseignement, le collège ou même l'école élémentaire, c'est un acteur social du quartier. C'est quand on dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. On est là-dedans aussi, quoi. Vous faites partie à part entière de la vie de la famille. Oui, complètement, mais c'est vrai, et c'est très émouvant de penser à ça, parce que c'est vrai que quand le collège est fermé, ou même parfois avant les vacances, les élèves nous disent bon bah on est un peu triste d'aller en vacances. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Non mais c'est top. Ouais. Et en plus il enseigne une matière qui n'est quand même pas facile dans un territoire où il y a une forte, alors peut-être un peu moins maintenant, mais quand même une forte population immigrée. Avec une histoire, hein, avec ce pays quand même qui est assez particulière et pour laquelle on n'a pas encore totalement défriché l'ensemble des événements qui ont pu se passer. Et franchement, c'est pas facile d'enseigner l'histoire à des gamins qui ont une autre histoire. Et Stéphane, tu n'avais pas une question là-dessus? Je suis passé par le collège Wolf, moi aussi. J'ai peut-être même été votre élève, je ne sais plus. Tu te souviens plus de tes profs? Si tu l'avais eu, tu t'en rappellerais. Crois-moi, tu t'en souviendrais. Ça fait tellement longtemps, après 8 ans de fac. Non, mais vous avez le même âge. Vous avez le même âge, donc c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai vu beaucoup de choses. Mais en fait, moi, c'est une question en fait, j'ai découvert ma passion, entre guillemets, pour l'histoire plus tard. Parle bien dans le micro. Hein. Ouais, je l'ai découverte beaucoup plus tard. Et du coup, ça m'a amené à cette question parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'avenir d'un individu et d'une société, il s'écrit aussi dans son passé, en fait. Et donc, comment, en tant que professeur d'histoire, en tant que professeur tout court, vous arrivez en fait à transmettre ces programmes qu'on vous donne et vous arrivez à vous projeter avant les élèves que vous avez et essayer de leur transmettre les outils dont ils auront besoin pour se construire eux aussi en fait dans cette société-là. Ma réponse immédiate, c'est impliquer l'élève, lui faire comprendre qu'il fait partie de cette histoire. Par exemple, je prends un exemple très simple, le programme de 3e, guerre d'Algérie, 30 glorieuses, etc. Souvent, les élèves ne parlent pas de cette période avec les familles. Voilà, c'est pas un sujet qu'on évoque facilement.
leur faire comprendre que dans leur famille, il y a des personnes qui ont vécu ces événements. Les interviewer et faire comprendre que l'histoire individuelle, à un moment, elle rejoint l'histoire collective et que leur histoire fait partie intégrante de l'histoire de France et que cette histoire, elle est à écrire. Et on l'écrit ensemble, en fait. Et c'est ça qui est beau parce que c'est c'est trop beau. mais ce qui est beau, surtout, c'est qu'ils le comprennent. Ouais. Ils le comprennent et ils font des travaux qui sont vraiment intéressants, personnels et à la fois qui rejoignent cette histoire collective, quoi. Et c'est ça la beauté de cette matière, de cette discipline. Moi, je dis toujours qu'il faudrait que l'histoire soit enseignée à vie, en fait. Ouais. Parce que on est d'accord. On ouvre une porte, derrière, il y en a 10 000 qu'on n'ouvrira pas, et derrière chacune des 10 000, il y en a 10 000 autres. Enfin, c'est vertigineux et c'est fascinant. Du coup, on a un autre enseignant. Ils sont plus jeunes, mais je crois que c'était ta question, elle portait là-dessus aussi. Oui, ben moi, ma question, c'est une question qu'on peut aussi poser aux élèves, c'est qu'est-ce qu'on apprend quand on fait de l'histoire ou de la géographie ? Et donc, tu as un peu répondu, puisque, en gros, la question, c'est est-ce qu'on va être dans le roman national ou est-ce qu'on va aller vers ce que les chercheurs vraiment font en histoire. On interroge, quand on a un texte, d'où vient ce texte, qui l'a écrit, pourquoi il l'a écrit. Et donc, c'est ce que tu dis, et c'est là où c'est passionnant. Mais ça contredit aussi une certaine vision politique, qui, j'imagine bien, n'est pas celle de monsieur le député, qui est de se servir de l'histoire pour inventer une histoire. C'est pour ça que c'est intéressant d'évoquer avec les élèves l'histoire de l'histoire, l'historiographie, comment on écrit l'histoire, pourquoi, qui écrit l'histoire déjà, c'est très intéressant. Pourquoi il y a si peu de femmes, même si les choses changent, dans le bon sens, dans les manuels scolaires, il y a de plus en plus de femmes, les choses ont vraiment changé. C'est quand on compare un manuel des années, début des années 2020 avec un manuel d'il y a encore 15-20 ans, c'est un autre monde, et tant mieux. Mais qui écrit l'histoire, pourquoi, et simplement se poser cette question-là, c'est déjà aussi un acte, de prendre du recul sur les documents qu'on analyse, et c'est vraiment nécessaire, quoi. Mais ça, on le fait aussi. Ouais. Mais on va... Alors, Non, et puis c'est vrai que c'est des matières, l'histoire, géographie, les sciences humaines de manière générale, c'est pas les matières qui, avec les gouvernements récents, dans les dernières années, voire les dernières décennies, ont été forcément les plus mises en avant ou les plus favorisées dans les programmes. Mais c'est vrai que c'est absolument prépondérant et crucial d'avoir un enseignement d'histoire de qualité et effectivement d'histoire non pas orientée ou d'histoire masquée en partie ou éludée. Non, l'histoire dans sa complexité, dans son intégralité, l'histoire aussi des femmes et pas simplement l'histoire des hommes, parce qu'on a la sensation, quand on lit souvent les manuels scolaires, comme vous le dites, même si ça s'améliore, que l'histoire est faite par les hommes simplement, et puis que les femmes n'existent pas, n'ont pas existé. Et donc, et la géographie, pour moi c'est peut-être un peu bête ce que je vais dire, mais c'est la matière qui permet de se situer et de se construire à la fois dans le temps et dans l'espace, et donc c'est absolument fondamental. Et moi j'aurais par contre quand même une petite question. Souvent les cours d'éducation civique, parce que moi j'avais, quand j'étais à l'époque collégien, l'éducation civique était faite par les professeurs d'histoire géo. Est-ce que ça existe toujours? Je crois que ça n'existe plus sous cette forme-là, mais comment on inclut aussi dans le cours la construction du citoyen dans l'école? Alors, c'est ce qu'on appelle le MC aujourd'hui, c'est l'enseignement moral et civique. Ouais. Et alors, je vais parler de ce qu'on fait au collège. On a 1 heure d'AP, accompagnement personnalisé, une fois tous les 15 jours, et on la consacre entièrement à l'enseignement moral et civique. Ouais. Et d'ailleurs, là, on est en ce moment en train de parler de la France, une république démocratique, et on est en train d'étudier le rôle des partis politiques, justement. Donc, voilà. Mais c'est affligeant quand même de savoir qu'on a une demi-heure par semaine d'enseignement moral et civique. Alors mettons la morale de côté parce que je pense qu'on peut en débattre aussi sur cette question. Mais voir si peu de jeunes se mobiliser lors d'élections, ça a peut-être un lien aussi avec le fait qu'on leur enseigne très très peu. Alors on a peu d'heures effectives sur cette... mais en fait, dans le cours d'histoire, on relie toujours et constamment d'une part à l'actualité, d'autre part à la vie en société. C'est vraiment, j'allais dire, le cœur battant de notre matière. Donc c'est un peu artificiel de parler de cette... Oui, tout à fait. Ouais. On fait histoire, géographie et enseignement moral et civique, et les 3 matières sont tellement intriquées que parfois on ne sait même plus vraiment ce qu'on fait. Donc, un court-métrage sur William Wyler.
Oui. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que la ville a décidé d'honorer la mémoire de Wyler. Donc 1902, Wyler naît à Mulhouse. On est dans le deuxième empire allemand. Il naît dans une famille d'origine allemande, suisse, famille juive. Il part aux États-Unis 1922 et là, son oncle, on parlait de la famille, son oncle qui a fondé les studios Universal, l'engage. Il gravit tous les échelons. Il fait la carrière qu'on lui connaît, carrière extraordinaire. Et toute sa vie, il n'a jamais oublié Mulhouse. C'est ça qui est, encore une fois, très très émouvant dans cette vie-là, c'est qu'il revenait le plus souvent possible. Et il y a des petits clins d'œil d'ailleurs à la France, à Mulhouse dans son œuvre. Et ça, c'est Jean Walker, vous pourriez l'inviter ici d'ailleurs, Jean Walker, qui écrit la première biographie de William Wyler en français. Il existe des biographies en anglais. Jean Walker, lui, c'est un passionné. Il a réussi à communiquer sa passion de Wyler et sa grande connaissance de l'œuvre de Wyler aux élèves durant toute l'année, puisqu'on a on a réalisé un film avec 3 collèges, le collège Wolf, le collège de Bourtzwiller et le collège Villon, autour de Wyler. Donc on a d'abord découvert ces films, puis on a écrit un scénario ensemble et on l'a tourné. Et ça s'appelle Mes vies de rêve. Mes vies de rêve, on a l'affiche. On va la faire apparaître. Et si on veut le voir, on le voit où et quand ? Alors, on va le mettre en ligne, mais il va partir dans des festivals. C'est un film qui a une vie assez étonnante, puisqu'on l'a présenté au cinéma Bel Air pour la première, en présence des 3 filles de William Wyler qui sont venues pour les cérémonies organisées par la ville. Et la fille aînée de William Wyler, Catherine Wyler, qui habite à Washington, nous a dit « Ce film est super, on va faire une soirée à l'ambassade de France ». Et donc, moi, il se trouve que j'étais... c'était génial. Il se trouve que j'étais en vacances aux États-Unis à ce moment-là. Et tout s'est goupillé pour que le 28 juillet, fin juillet, on est cette projection à l'ambassade de France. C'était un moment magnifique. Quand j'ai raconté ça aux élèves, génial. Certains ne me croyaient pas. Ils disaient c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais le cinéma. Ils n'ont pas voulu là de pas les avoir invités. Ouais. J'aurais bien aimé. Mais ils voulaient venir. Hein, j'aurais bien aimé. Mais moi je viens aussi. Hein, si il y a une place. Non, c'était un très beau moment et les trois filles Wyler sont éminemment sympathiques et. Cette famille. Ouais. Dans la famille. Non, c'était formidable. Et l'année Wyler, toute l'année Wyler a été formidable avec des projections de films, des conférences, des rencontres. Il y a eu une fresque aussi inaugurée. Il y a eu quantité d'événements autour de William Wyler. Et j'ai l'impression que maintenant les Mulhousiens l'identifient. On en a parlé beaucoup. Ouais. Alors que ils n'ont pas invité Hugo. Non. Bon, Hugo, mon gars, il va falloir bosser. Hein. Mais moi-même, avant cette année Wyler, je savais qu'il était mulhousien, j'avais vu 2-3 films, mais je n'avais pas approfondi la question. J'avais vu Vacances romaines, qui est un film que j'adore, Ben-Hur évidemment, et puis Comment voler $1 million. Mais toute sa filmographie est vraiment incroyable, il y a vraiment une touche. Et si je pouvais conseiller un film, c'est Les plus belles années de notre vie, qui est un film de 1946 qui raconte le retour au pays de 3 soldats américains et la difficulté pour eux de se réadapter à la société. C'est extraordinaire. C'est vraiment un film d'une tendresse et d'un humanisme rare, vraiment. Et on tient à rappeler à tout le monde qu'il est mulhousien. Tout à fait. Mulhousien. Mulhousien. Il est mulhousien. Plein de talent à Mulhouse. Ça envoie des pics. Tu as aussi tourné un film avec Jean-Claude Dreyfus. J'en ai tourné 5 avec Jean-Claude Dreyfus. Ouais. Alors, il y en avait un où vous avez tourné une scène au Théâtre de la Cine. On a tourné le film entier. C'est ça ? Le clou du spectacle, sur des problématiques d'ailleurs écolo, puisque Jean-Claude joue le rôle d'un mage, d'un mentaliste, qui dévoile pendant la soirée consacrée à un gala de bienfaisance au bénéfice de l'écologie. Il dévoile que les organisateurs et les financiers qui ont organisé ce gala étaient tout sauf des écolos, quoi, grâce à son esprit de mentaliste. Une illusion du réel, quoi. Voilà. C'est une idée de film qui m'est venue après le discours d'émission que j'ai entendu en direct de Nicolas Hulot sur Inter. Quoi. Voilà, ça, je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose avec Jean-Claude. Mais Jean-Claude, c'est quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, Tu l'as connu comment ? Au théâtre, j'étais allé le voir dans une pièce et puis après je suis allé me présenter et je lui ai demandé de poser sa voix sur un film que j'avais fait à partir des tableaux de mon grand-père qui était peintre. Et donc il lisait des poèmes de Guillaume Apollinaire sur ces tableaux. Et puis on a sympathisé, je me suis dit mais il faut absolument que je lui écrive un rôle, quoi. Il faut que j'écrive un film et que je lui propose. Et puis là on en est à notre 5e, quoi. Et c'est formidable. Quand même. C'est un personnage baroque, vraiment...
très attachant. Jean-Claude, je te salue. Ah bon, ouais. Salut Jean-Claude. Et alors j'ai vu, en fait d'ailleurs c'est l'article qui m'a poussé, qui a te contacté. Cette année, avec tes élèves, c'est sur Jules et Jim. T'en fais un chaque année avec tes élèves. J'en fais plusieurs chaque année. Plusieurs ? Ouais. J'en fais au minimum 2. Là, c'était le 3e que j'ai fait cette année. C'était autour de Jules et Jim. Là, c'est le Hartmanns Billerkopf, le mémorial qui nous a contactés. Parce qu'il y a le chalet dans lequel Truffaut a tourné des séquences de Jules et Jim se trouve à quelques centaines de mètres des tranchées. Et donc ils honoraient aussi, eux, le tournage de Truffaut, avec une petite expo très très sympa. Et donc ils ont voulu qu'une classe de 3e, donc on a monté ça, ils ont découvert le film de Truffaut, on est allé tourner dans les tranchées, c'était un très très bon moment, vraiment. Wow. Ouais. Et celui-là, il sera diffusé, il est déjà diffusé ? Non, pas encore, on l'a diffusé le 11 novembre dernier au Hartmanns Billerkopf, je ne sais pas quand il sera diffusé, à vrai dire. Mais prochainement, j'espère. Tu nous diras. Voilà, au courant, je préviendrai. Et du coup, tu travailles dans quel cadre institutionnel quand tu fais ces 3 films par an ? Alors, 2 films, surtout 2 films. Il y en a un, c'est un que je produis avec l'atelier artistique. D'accord. Donc, c'est des ateliers à vocation artistique dans les collèges. Et l'autre, c'est avec le partenariat de la préfecture et de la ville, avec différents collèges. L'année dernière, on était 3 collèges autour de Weiler, donc Villon, Wurzwiller et Wolf. Et cette année, on sera 4 autour d'un projet sur Charlie Chaplin, et on ira tourner. Alors là, ça va être magnifique. On a un partenariat avec le Chaplin's World à Vevey, en Suisse, puisque Charlie Chaplin a passé les 30 dernières années de sa vie pas très loin d'ici, même pas 3 heures de route. Et on va tourner dans le manoir de Charlie Chaplin. Ça va être extraordinaire. Ouais. Avec des élèves mulhousiens. Tout à fait. Des collèges mulhousiens. Ah, je crois qu'en plus, toi, tu travailles durant les vacances scolaires dans le cadre de l'école ouverte. Ouais, je l'ai fait bosser pendant les vacances souvent. C'est souvent ça. Non, mais je trouve que c'est quand même intéressant à rappeler, parce que moi je veux bien qu'on tape sur les profs quand ils font grève, et moi je les soutiens d'ailleurs quand ils font grève en général, mais on tape souvent sur eux en leur disant ouais, ça va, vous avez 36 semaines de cours sur 52, tout le reste du temps vous glandouillez, alors que c'est pas vrai, que déjà il y a beaucoup de boulot pour être prof, et que de deux, des profs comme toi s'investissent même hors du temps scolaire pour permettre à ces gosses qui, très honnêtement, s'ils n'avaient pas des profs comme vous, je pense que leur culture en tout cas se réduirait à TMPP, à TPMP, pardon, pas TMPP, TPMP, pardon. À Netflix ou à TikTok, ou même des sites encore pires que ça sur le net. Et je trouve que c'est intéressant quand même de rappeler à tout le monde que en tant que du coup agent du service public, tu t'impliques comme d'autres au quotidien pour relever cette mission qui est celle de la lutte contre les inégalités. Parce que moi, c'est comme ça que je le vois. Au-delà de l'aspect culturel, de l'aspect de la réussite de film. D'ailleurs, je serais incapable d'imaginer ce que c'est comme travail, mais quand même. Au-delà de ça, moi, je trouve que c'est quand même bien de rappeler que dans notre société, il y a quand même des gens qui œuvrent pour que, à un moment donné, il n'y a pas de fatalité dans les destins, et que des gamins qui grandissent dans des endroits parfois un peu difficiles ont quand même la chance de pouvoir se réaliser. Et ça fait écho, on parle de Chaplin, ça fait écho à sa vie aussi. Il a vécu il a une jeunesse très dure, très difficile, avec des problèmes vraiment majeurs. Quand on se plonge dans la biographie de Chaplin, c'est terrible, sa jeunesse. Et il a réussi à surmonter tout ça. Alors les hasards de la vie, la chance, pas la malchance, je ne sais pas si ça existe, la chance, mais je crois par contre à une chose, c'est réinjecter du plaisir dans ce qu'on fait. Et on n'en parle pas assez. On ne parle jamais de plaisir, on parle de compétences, on parle d'objectifs, alors que la chose la plus évidente pour faire un truc bien, c'est le plaisir. Et partout où je vais, donc je le fais là ce soir, je parle de plaisir. C'est notre leitmotiv chez nous. C'est notre leitmotiv. Voilà, justement, moi je propose à Manu, qui est présent aujourd'hui, de peut-être en parler un peu plus, du coup, quand il y aura la session sur l'éducation à l'Assemblée, pour qu'on prenne exemple sur ce qui se fait au Collège Wolf ou ce qui se fait dans certains établissements mulhousiens, qu'on l'élargisse à ce pays, parce que ça fait 20 ans qu'il le fait, plus de 20 ans, 23 ans si je compte bien, puisque moi ça fait à peu près 23 ans que j'ai commencé à travailler dans ce fameux quartier. Et très honnêtement, c'est un peu, c'est le temps masqué de l'éducation. C'est-à-dire tout ce qu'on apporte à des gamins, ça se voit pas, mais si aujourd'hui des gamins réussissent leur scolarité dans ce quartier-là, font des choix,
ne subissent pas leur orientation, c'est aussi parce qu'il y a des gens comme ça qui œuvrent sur le terrain. Alors tant mieux, on en est content. Mais quand même, ça serait bien qu'un jour on porte un peu ce message et ce flambeau un peu plus haut. Et pardon. Merci. Je parlais du collectif avant, et c'est vrai que ce qui me fait rester aussi dans ce collège, c'est que tous les profs de ce collège sont dans la même optique, et c'est ça qui est très beau, quoi. Mais tu as raison, il faut mettre en valeur effectivement le travail admirable que tu fais par ailleurs, et qui est effectivement fait par un nombre incalculable de professeurs, d'enseignants pour qui c'est, avant d'être alimentaire évidemment, mais même avant d'être simplement le métier pendant les heures de cours, c'est une vocation, c'est un choix de vie que d'être enseignant, de transmettre. Et tu parlais des 36 semaines de cours par rapport aux 52 semaines, etc. Ça n'a pas de sens quand on exerce le métier, le beau, magnifique métier que tu exerces et que beaucoup exercent. Ma petite sœur est prof en lycée de sciences économiques et sociales. Elle est du côté des Ardennes. Elle s'éclate à Charleville-Mézières. Et en fait, elle fait un petit calcul parce qu'elle se prend tout le temps, constamment aussi, le côté « ouais, vous êtes toujours en vacances », etc. Y compris dans la famille, hein, mes frangins qui la charrient tout le temps, etc. Ils m'écoutent d'ailleurs. Arrêtez d'embêter ma petite sœur. Et en fait, elle fait un petit calcul. Et si vous regardez tout le temps qui est passé en dehors juste des heures de cours, c'est finalement toutes les semaines de vacances sont largement mangées en moyenne annuelle par tout ce qui est fait à côté, les réunions, etc., tout l'aspect social, justement les réunions parents-prof, les corrections, dont on ne parle pas, les corrections de copies qui sont du temps masqué, etc. Donc ça n'a pas de sens de parler effectivement il y a beaucoup de vacances, etc. C'est des métiers qui sont absolument essentiels, c'est des vocations qui produisent les citoyens de demain. Et tu as raison de dire aussi qu'il faut ramener du plaisir et de l'envie dans ce qu'on fait et de sortir simplement de cette logique. Et peut-être que le sujet des lycées pro aussi, la réforme des lycées pro il rejoint ça. Il faut arrêter de penser devoir créer des individus opérationnels qui vont créer de la valeur quand ils seront sur le marché du travail, etc. Et puis qui vont, comme justement la réforme des lycées pro, qui veut mettre plus d'apprentissage, plus de stages au détriment des matières généralistes. Et donc voilà, il faut redonner du sens, redonner du plaisir, et puis bravo pour ce travail magnifique qui est fait auprès des élèves et qui rayonne bien au-delà d'ailleurs. Merci. Et pour défendre les vacances, puisque j'adore les élèves et j'adore les vacances, c'est pas incompatible. On a aussi besoin de temps pour se nourrir et voir d'autres choses. Et tout ce qu'on peut faire en vacances, les rencontres, les découvertes, c'est aussi au bénéfice souvent de nos élèves. Ouais. J'avais juste une question, vu que vous allez vous travaillez sur Chaplin cette année, vous allez étudier le discours du dictateur. Alors justement, le sous-titre de notre projet, c'est à la découverte de Chaplin, un artiste engagé. Donc déjà, on va voir. Super. Alors il y a tellement d'actualité. Il y a le dictateur, mais ce qui est fou avec Chaplin, c'est que c'est contemporain, quoi. Enfin, ça n'a pas pris une ride. C'est d'une efficacité, j'aime pas trop ce mot efficacité, mais c'est d'une beauté, c'est d'un humanisme impressionnant. Et je pense que si en l'an 5000, l'humanité existe encore et qu'on parlera du cinéma au XXe siècle, il y a sûrement qu'un seul nom, deux noms, Wyler et Chaplin, qui resteront. Merci beaucoup, Olivier. On peut l'applaudir, on va faire...